Bienvenue au balado compagnon de la série À propos d'Antoine, qui a pour but de mettre en lumière les intervenants qui gravitent autour d'Antoine et des personnes qui, comme lui, vivent avec un ou plusieurs handicaps. Ce sont toutes ces personnes, l'entourage dévoué et la ténacité de tous ces jeunes qui leur permettent de s'accomplir chaque jour. Aujourd'hui, on reçoit Dr Sylvain, l'une des ressources phares d'Antoine, étant son neuropédiatre depuis qu'il est tout petit, ainsi que Sylvain Parent-Bédard, père d'Antoine, le célèbre père d'Antoine, pour nous parler de toute la dynamique et la relation qui se construit au courant des années avec le médecin de son enfant. Alors, les deux Sylvain, bonjour. Oui, bonjour. Mais là, on a établi avant l'entrevue qu'on se dirait tu. Donc, Michel Sylvain, docteur Michel Sylvain et Sylvain Parent-Bédard. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous présenter tous les deux? On se connaît bien. On se connaît très bien. Près de 17 ans de partage hebdomadaire, mensuel et annuel. Grâce au beau Antoine. Antoine, il est rendu à quel âge? Il va avoir 17 ans le 17 octobre prochain. Oh! C'est une année chanceuse, peut-être? Alors, Michel, tu es là vraiment depuis le tout début? Oui, moi, je suis là depuis première, deuxième année, donc très tôt dans la vie d'Antoine. Donc, ça fait une quinzaine d'années. Donc, je le connais bien. Je le suis depuis longtemps. On se connaît bien. Puis c'est un beau et long parcours. Je veux faire une petite parenthèse avant de débuter. Vous avez sûrement vu tous les deux la série à propos d'Antoine. Oui. Alors, c'était la décision de qui de se prendre Claude Legault et Paul Doucet comme avatar? Je trouve ça extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Hein? En fait, c'est Pods. C'est pas mal Pods, le réalisateur de la série, qui a proposé Claude pour jouer mon rôle, si on veut, mon personnage. Bien, qui se connaissait bien grâce, entre autres, à Minuit le soir. Effectivement. Et Paul Doucet aussi, qui cadre bien dans le sérieux et la crédibilité que Michel peut avoir dans notre vie, tout en ayant un côté amical très apprécié. Alors, deux sex symboles pour vous personnifier. Voilà, la table est mise. On commence comme ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu un papa qui travaille main dans la main avec vous pour sa belle-fille. Et il disait que la seule affaire dans la série, c'est le bureau, ça marche pas. Parce que dans la série, le bureau est immense, lumineux, alors que dans la vraie vie, Michel, tu as un petit bureau. Je pense qu'on parlait d'un bureau de 10 par 10. Alors, ils ont compris 10 mètres par 10 mètres. C'est 10 pieds, hein? Alors, c'est plus petit un peu, effectivement. Alors, voilà pour la série. Là, moi, je veux parler des vraies affaires. Ouais. Alors, Antoine Sylvain, très rapidement, est-ce que vous l'avez su avant l'accouchement? Non. Antoine, c'est mon fils de 17 ans. On a découvert qu'il avait un problème pratiquement à l'âge d'1 an. Je sais que c'est arrivé le 2 octobre 2007. Près d'1 an après sa naissance. Pourquoi? C'était l'anniversaire de la grand-mère Françoise, qui est Margot dans la série. Oui. Et on était dans un souper, dans un restaurant, où à un certain moment donné, on a reçu un appel de la grand-maman qui nous annonçait qu'Antoine était parti en ambulance vers l'hôpital. Et oui, là, ça, c'est... je vais refaire une autre parenthèse. Sylvain m'a averti à peu près 800 fois qu'il était toujours très... Même ta blonde me l'a dit. Elle dit, il va pleurer. Alors, on accueille ça dans l'amour, OK? Oui, toujours, Parfait. toujours. Puis la série me refait vivre mon histoire et l'histoire d'Antoine et l'histoire qu'on avait avec Michel aussi. Donc, ça l'a ramené des souvenirs lointains dans notre quotidien présentement et on l'a partagé avec toutes les familles du Québec. Oui, tout ça, c'est des choses. Alors, une fois que le beau Antoine se retrouve à l'hôpital, là, il est déjà pris en charge, puis là, c'est l'accumulation de nouvelles. Exactement. Nous, on comprenait pas ce qui se passait. Moi, j'ai vu le petit d'1 an sortir de l'ambulance. Il tremblait. Je connaissais pas l'épilepsie.
Je connaissais pas les crises d'épilepsie, donc je me demandais ce qui se passait. Convulsions. Les convulsions. Et à partir de ce moment-là, il a été pris en charge pendant un moment, au moment même où c'est arrivé, mais par la suite, pendant le bon moment, par les équipes de neuropédiatrie au CHUL, dont Michel. Et ça a été une longue aventure qui a démarré à partir de là pour apprendre à apprivoiser ce que notre fils pouvait vivre au quotidien, en fait. Alors, Michel, arrive Antoine, donc, faut établir des diagnostics. Il y a des tests à faire. Comment ça fonctionne quand des familles arrivent comme ça, puis qu'on veut... on veut savoir qu'est-ce qui se passe? Oui. En fait, Patricia, ça dépend avec quel est le symptôme initial. Il se présente avec quoi? Donc, dans le cas d'Antoine, quand on se présente avec une crise d'épilepsie, bien, après ça, on regarde. Alors, lorsqu'il y a une crise d'épilepsie, il faut essayer de préciser ça vient d'où, quelle est la cause de tout ça. Mais dans un premier temps, il faut traiter. Donc, on traite la crise, on traite l'épilepsie, et en même temps qu'on atténue ces symptômes-là puis qu'on arrête les crises, on commence une série d'examens, une série d'investigations pour trouver justement qu'est-ce qui a causé tout ça. Alors, c'est un processus qui est assez complexe, qui est assez long. Donc, évidemment, le patient est hospitalisé souvent pour un certain nombre de jours comme ça au départ. Donc, on regarde, en fait, comme l'épilepsie vient du cerveau, on regarde toutes les autres fonctions du cerveau. Donc, souvent, c'est un enfant qui a un retard dans son développement. Donc, on fait le résumé un peu quels sont les problèmes et tout ça. Et après ça, on avance dans les tests. Donc, ça comprend, évidemment, un examen physique, ça comprend des tests en radiologie. Donc, on va vouloir faire une photo du cerveau. C'est souvent une imagerie par résonance magnétique. On fait un électroencéphalogramme, qui est un test où on place des fils, des électrodes sur le cuir chevelu, qui nous permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et là, on voit s'il y a de l'activité anormale. Si c'est anormal et que ça a une allure épileptique, est-ce que ça vient d'une région du cerveau? Est-ce que c'est focal? Il y a un foyer? Est-ce que ça vient de partout? Et ça, avec le temps, Patricia, ça nous permet de préciser quel est le type d'épilepsie pour mieux le traiter, parce qu'il y a des traitements qui sont plus spécifiques à certains types d'épilepsie. Et ensuite, on essaie de préciser quelle est la cause de cette épilepsie-là. Est-ce qu'on voit une malformation du cerveau? Est-ce qu'on voit une tumeur? Est-ce qu'on voit autre chose? Et après ça, on part de là et là, on avance. Alors, c'est souvent une hospitalisation qui dure, encore une fois, un certain nombre de jours. Et par la suite, il y a un suivi, comme Sylvain disait tantôt. Il y a un suivi qui se fait régulièrement par la suite. Dans certaines périodes, ça peut être... On peut se parler aux semaines, on peut se parler aux mois, on peut se voir aux quelques mois. Quand ça va bien, ça peut être aux 6 mois, mais en fait, ça se poursuit par la suite. Et il y a une famille qui est à côté, qui attend des réponses. Puis des fois, il faut laisser passer le temps. Puis, tu sais, nous autres, on devient un peu comme fous parce que là, on veut être en mode action. Ouais. Toi, comment tu reçois ça à ce moment-là? Bien, je me suis posé énormément de questions. Je n'ai pas réalisé le parcours qu'aurait à traverser Antoine à ce moment-là, puis le parcours que nous pouvions avoir aussi en tant que couple, conjoint, naïf, famille. Départ. On est naïf. Mais je pense que c'est bien cette naïveté-là, parce que Michel nous a souvent dit, au jour le jour, année par année, pas se projeter trop loin dans le temps, parce qu'à un moment donné, ça peut devenir très, très lourd, et pour nous, et pour la vision qu'on peut avoir de notre enfant. Donc, l'accompagnement médical a été très, très important pour aider Antoine et nous-mêmes à parcourir cette aventure-là. Parce qu'on est mal fait, hein? Nous autres, quand on arrive chez le médecin, peu importe l'état ou le problème X, dès qu'on a une suspicion, après ça, on sort de votre bureau, puis on s'en va sur Internet. C'est ça. Oui. Puis là... on passe des nuits sur Internet à essayer de trouver la solution que l'équipe médicale... Mais tout le monde fait ça, là. Ah, tout à fait. C'est pour ça que maintenant, je pense qu'il faut, encore plus qu'auparavant, faut bien expliquer, il faut vulgariser. Et comme on sait ce que les parents vont retrouver sur le web, on est capable de leur dire, écoutez, ça, là, quand vous allez taper ce mot-là, googler ce nom-là, voici ce que vous allez trouver. Mais souvent, c'est un spectre. Okay? Donc, l'épilepsie, c'est un spectre. Le retard de développement, il y a des enfants qui ont un retard léger, il y a des enfants qui ont une déficience intellectuelle
profonde. Même chose pour le trouble du spectre de l'autisme, évidemment. C'est pour ça qu'avec les années, le nom a changé. Puis maintenant, on parle du TSA, parce que le mot essentiel, c'est le spectre. Alors, dans le fond, on est là justement pour éduquer, pour vulgariser, pour aider les parents à comprendre. Et puis, encore une fois, comme je dis souvent aux gens, ça va être Antoine. Dans ce cas-ci, ça va être Antoine qui va écrire sa propre histoire. Alors, on a beau arriver avec des chiffres, avec une entité médicale qui dit, voici, avec cette entité-là, 80 des enfants vont faire ça. 75 vont avoir de l'épilepsie, etc., etc. Mais il y en a que c'est différent. Ouais. Alors, dans le fond, chaque enfant écrit son histoire. Puis ça, je pense que ça aide les parents à mieux avancer. Comme Sylvain disait, cette petite naïveté-là au départ de ne pas savoir exactement. Il faut avoir une idée. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Il faut que les vraies choses soient dites. Mais en même temps, laisser place à on verra. Peut-être qu'Antoine va évoluer différemment. Et il y a certains aspects qui peuvent être plus difficiles que ce que les statistiques nous montrent. D'autres, ça peut aller un peu mieux. Et là, les parents le découvrent avec le temps, puis on avance là-dedans. Donc, c'est un peu comme ça qu'on Pour avoir vu plein de familles, que ce soit en autisme ou peu importe la maladie, il y en a beaucoup qui se mettent des œillères, puis qui sont pas... qui accueillent pas ça dans leur vie, puis ça finit par pas être aidant parce que on n'est pas en action. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez souvent? Sylvain, toi, après ça, je veux savoir comment toi, tu as réagi. Bien, en fait, lorsqu'on annonce au départ qu'un enfant va être différent, alors il y a un deuil. Pour les parents, il y a un deuil. C'est pas évident. Il y en a pour qui c'est plus facile. Il y en a qui vont avoir beaucoup de difficultés à l'accepter. Donc là, il faut être avec les parents, il faut avancer avec eux, il faut les aider à cheminer pour retrouver justement une vie qui se passe bien, une vie avec du bonheur, oui, avec des défis, oui, avec des difficultés, oui, avec des différences, mais qu'on est capable d'avoir une belle vie, d'avoir des activités plaisantes, de faire avancer l'enfant. Et pour les en fait, c'est ce que j'aime le plus de mon métier, c'est de voir comment les familles réussissent justement après une dure nouvelle, vraiment difficile, de voir que leur enfant aura peut-être un trouble du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle, va être différent, l'épilepsie, ça va changer plein de choses. Mais ensuite, réaliser que cet enfant-là avance, progresse à son rythme. Comme parents, comme famille, comme communauté, on fait le maximum pour aller chercher son plein potentiel. Ouais. On traite l'épilepsie, on traite les conditions associées. Est-ce qu'il y a un trouble du sommeil? Est-ce qu'il y a de l'irritabilité? Est-ce qu'il y a de l'agressivité? Est-ce qu'il y a de l'automutilation? Et là, de voir que cet enfant-là avance, progresse, souvent ne régresse pas, à moins de certaines maladies dégénératives, puis là, de réaliser que cet enfant-là a changé ses parents. Ses parents voient ça différemment. Et là, ils disent, voici, cet enfant-là, c'est notre... On l'adore, évidemment, on l'adore. C'est notre rayon de soleil. Il a changé comment on voit la vie. On est des meilleures personnes, des meilleurs humains, de meilleurs parents, et on avance. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pas évident, mais on chemine avec les parents là-dedans. Et moi qui fais ça depuis 28 ans, c'est la chance que j'ai. C'est merveilleux de voir ça, des gens courageux, résilients, qui avancent là-dedans, et on fait notre possible pour les assister. Sylvain, comment toi, tu as réagi au départ? La peur, probablement, les deuils, les questionnements, mais l'apprentissage de la résilience, comme vient de mentionner Michel, beaucoup de par le comportement d'Antoine. Antoine est devenu un genre de modèle, si je peux dire. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, tu sais. On a eu de nombreuses peurs, de nombreuses questions, de nombreuses interrogations. Les deuils multiples, il ne marchera pas, il ne parlera pas, il n'ira pas nécessairement à une école, il n'y aura pas de blonde, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'amis. Finalement, on se rend compte, avec l'évolution dans sa vie à lui, qu'il y en a des amis différemment. Il va à une école différente. Même parfois, on se dit, oh, c'est peut-être sa petite blonde, ça, à l'école. Tu sais, je pense à Kitiara pour nommer une des personnes à l'école. Quand on y montre la photo, moi, je suis à la même place avec mon Benjamin, que sa blonde. C'est beau de voir une vie différente, évoluer différemment et replacer
les valeurs et les priorités dans la vie. Donc ça a été vraiment... Là, je pense que j'ai changé. Je pense qu'Antoine a fait changer les gens et il est devenu un noyau central de ma vie, de notre vie familiale, à petite échelle, mais à grande échelle. Et on le voit bien dans la série, même si toi et la maman, Nathalie, vous n'êtes plus ensemble, oui. Vous formez une équipe avec le beau-papa, avec Kathleen, la belle-maman. Oui. Ça doit être beau de voir ça aussi dans votre bureau, Michel. C'est extraordinaire. Moi, depuis le début, là, alors je vois arriver la famille. Alors, des fois, c'est seulement Sylvain puis Nathalie. C'est déjà arrivé que les 4 sont là. Souvent, sont 3. C'est merveilleux. Ils s'entendent bien, ils se communiquent entre eux. C'est un qui s'occupe d'Antoine, l'autre fait ci, l'autre fait ça. Il y a une chimie. Et ce qui est particulier, et c'est ça que la série démontre, c'est que tout tourne autour d'Antoine. Tout le bonheur de cette famille-là, tout le bonheur, tout ce qui vit, c'est tout autour d'Antoine. Il a été le générateur de cette réunion-là, de ces familles-là reconstituées. Mais je l'ai dit souvent, mais c'est toute beauté, c'est vrai. Mais c'est à voir, puis tu sais, on va pas juste vivre dans les bonbons roses, là, puis dans un monde de licorne, là. Il y en a pour qui c'est une bombe nucléaire, puis que le paysage se reconstruira jamais autour. Puis ça aussi, vous devez le voir. Oui, tout à fait. Je veux dire, écoutez, il y a un taux de rupture fréquente dans les familles, dans les couples. Il y a un enfant avec des besoins spéciaux. Il y a des parents qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. Hein? Les parents, ils n'ont pas tous le même bagage, le même potentiel, résilience, la santé mentale. On est tous affectés par ça. Donc, finalement, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile. Mais les parents, souvent, réussissent à s'en sortir quand même bien. T'sais, pour aller un petit peu dans le même sens que Sylvain disait tantôt, on apprend, les objectifs deviennent différents, il y a des deuils à faire. Puis à un moment donné, on parle beaucoup. Moi, avec les parents, j'essaie d'amener toute la notion de bonheur. Alors, je ne suis pas un philosophe, là, puis je n'irai pas aujourd'hui définir le bonheur, mais je veux dire, je vois plein de jeunes, plein d'ados, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont des bons parents, ils ont des sous, ils ont une éducation. Ça rentre dans mon bureau, c'est malheureux, ils ont des défis, ils ont des conflits, ils ont des problèmes de relation avec les autres, ils ont de l'anxiété. Mm-hmm. On regarde ça avec Antoine. Antoine n'est pas malheureux. Antoine, il est heureux. C'est probablement la personne la plus heureuse que je connais dans ma vie. Donc, Antoine, comme ces enfants-là, souvent, ils sont heureux. Alors, ils n'ont pas de soucis parce qu'ils n'ont pas eu telle note à l'école ou parce qu'ils ne sont pas invités à la fête de tel ami. Il y a du monde autour d'eux qui les aime, qui leur donne de l'affection, ils ont de la stimulation. On jase, on parle, on bouge, on stimule, il y a de l'amour, il y a des rires, il y a... Mais alors, à partir, il n'y a pas de douleur physique, on a un rôle à jouer là-dedans, nous autres, comme médecins. Minimiser les effets secondaires reliés à la médication. Mais en bout de ligne, quand on arrive à ça, on dit avec les parents, écoutez, votre enfant, prenez exemple. Il est heureux. Ouais. Il y a Sophie Préjean qui a une magnifique image pour ça. Mm-hmm. Puis je la répète tout le temps parce que je la trouve belle. Mm-hmm. Elle dit, nous, on est sur l'autoroute. Ça va vite, on roule, on a un but, on s'en va là-bas. Tu sais, à fond la planche. Mais nos enfants sont comme sur le chemin de campagne, à côté, avec les petites bosses, avec les petits détours, avec peut-être des chemins chaotiques. Mais ils s'en vont à la même place, exactement, à leur rythme. Puis parfois, la petite route de campagne est plus belle. Oui, ça fait du bien, ça relaxe, ça te fait voir d'autres choses, d'autres points de vue. Qui a la bonne route? Tu sais? Qui a la bonne route? On le sait pas. On ne sait pas. Si on revient à un côté peut-être plus médical, est-ce qu'on aurait pu prévoir, je sais pas, là, est-ce que... Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on a des réponses? Juste faire le lien à Patricia entre cette question-là, puisque Sylvain disait tantôt, dans le sens que Sylvain parlait de tout ce qu'on a à faire, comme tout ce qu'on vit comme difficulté ou comme défi quand on apprend ça. Mais il y a un autre thème qui revient souvent, c'est l'aspect culpabilité. Et voilà. OK? Et là, ça, on le sent dans la série. Dans la série. Alors, tu sais, les parents vont dire, surtout les mères initialement, mais finalement, écoutez, pourtant, j'ai fait attention durant la grossesse. Je m'alimentais bien. J'ai fait du sport. Pas d'abus de substance, aucune. Personne n'a ça dans notre famille. Il me semble la naissance, ça s'est bien passé. Pourquoi? Et là les mères se sentent coupables, posent la question, c'est-tu le verre de vin que j'ai pris au
début, alors que je ne savais pas encore que j'étais enceinte. J'ai fait du ménage, des produits un peu forts, c'est tout ça. J'ai eu un petit coup dans le ventre une fois, j'ai fait un sport. C'est rien de ça, OK? Jusqu'à il y a peut-être, une dizaine, une quinzaine d'années, très souvent, on disait aux parents, écoutez, il ne s'est rien passé de spécial durant la grossesse, d'anormal. La naissance s'est bien passée, mais de toute évidence, il y a un problème avec le cerveau. L'enfant, il y a un retard, il y a de l'épilepsie, etc. Donc, on disait aux gens, bien, c'est la façon que le cerveau s'est développé durant la grossesse. C'est arrivé comme ça, on ne sait pas pourquoi. Les neurones se sont placés d'une façon différente, communiquent différemment, pas parfaitement, et ça donne un cerveau qui fonctionne moins bien avec toutes ces répercussions, que ce soit retard global, problème de langage, problème d'épilepsie, etc. En 2023, et ce depuis un certain nombre d'années maintenant, on a des tests qui nous permettent pas de toujours trouver la cause, mais dans un bon nombre de cas, de plus en plus, on trouve pourquoi ce cerveau-là fonctionne moins bien. Donc, évidemment, Patricia, si le cerveau s'est moins bien développé, puis si les neurones se parlent moins bien, bien, il y a quelque chose qui s'est passé dans la recette. Et la recette, dans la formation du cerveau, ça vient des gènes. Et très souvent, ce ne sont pas des anomalies génétiques qui viennent des parents qui ont été transmises, c'est une mutation spontanée. C'est un changement spontané qui se fait quand l'enfant débute sa formation, et ça fait en sorte qu'il y a un gène en particulier qui fonctionne moins bien, et tout dépendant quel est le rôle de ce gène-là, ça va donner des problèmes. Alors, par exemple, dans le cas d'Antoine, on s'est rendu compte qu'il avait une mutation dans un gène qui a un rôle à jouer dans le transport du calcium particulier. C'est rendu précis, c'est formidable. C'est rendu précis. Alors maintenant, on sait que les neurones se parlent, hein? Il y a des neurotransmetteurs, mais il y a de l'électricité là-dedans, puis pour que l'électricité se propage puis que le cerveau fonctionne bien, bien, il y a un passage d'ions, hein? Le sodium, le potassium, le calcium. Alors, si le calcium ne joue pas son rôle, les neurones ne communiquent pas bien entre eux, donc c'est un cerveau qui fonctionne moins bien. Et ça donne panoplie de problèmes physiques ou neurologiques, parfois moins sévères, souvent sévères, puis c'est ça que présente Antoine. Alors maintenant, on le sait, il y a 28 ans déjà, quand j'ai commencé à pratiquer, on ne connaissait pas ça, on a commencé à en trouver quelques-unes, et maintenant, si je vois un enfant qui débute une épilepsie tôt dans sa vie, puis que ça a l'air un peu plus robuste, on va faire un test qu'on appelle un panel génétique, où on va vérifier des centaines de maladies, des centaines d'anomalies génétiques qui peuvent donner une épilepsie chez un enfant. Et c'est la même chose avec le trouble du développement intellectuel, c'est la même chose avec le TSA maintenant. TSA, maintenant, je veux dire, 50% du temps, maintenant, on trouve une cause génétique. Et là, la cause génétique amène l'autre situation, c'est que des fois, ben, c'est deux parents qui sont porteurs. Ils ont une copie, parce que tous nos gènes sont en copie, en double. Ils ont une copie défectueuse, une copie qui est bonne, une copie défectueuse, une copie qui est bonne. Et quand ils donnent chacun leur copie anormale, ils ont un enfant atteint. Voilà. C'est pas le cas ici, dans le cas d'Antoine. Mais pour certains parents, après ça, ben là, il y a l'aspect culpabilité encore. Alors, on a beaucoup de travail là-dessus. On est tous porteurs d'un certain nombre de mutations génétiques, mais comme ça n'a pas donné qu'on était avec le conjoint ou la conjointe qui avait la même, on se retrouve la plupart du temps chanceux, mais ça peut arriver à tout le monde. Alors, la plupart du temps, évidemment, il n'y a rien qu'on aurait pu faire autrement. Il n'y a rien qu'on aurait pu éviter. Ça s'est fait comme ça. Et puis, est-ce que c'est apaisant d'entendre ce discours-là, Sylvain? Oui. Ben oui, c'est apaisant. Nous, pendant 12 ans, on s'est posé la question. Puis je me souviens, je pense que cette fois-là, c'est un test par hasard qu'on avait passé. On n'était pas à la recherche de ce qui causait la problématique d'Antoine. Puis on est arrivé dans le bureau de Michel où il nous a annoncé qu'il avait découvert le cacna. Puis j'ai pleuré cette journée-là pendant je ne sais pas combien de temps parce que c'était 12 ans de pas de relâche, mais de culpabilité qui quittait en une seule journée, tu sais, où on se demandait, bon, est-ce qu'on a fait quelque chose de pas correct? Puis là, on l'a découvert. Puis enfin, ça, c'est peut-être pas nécessaire, mais ça t'ouvre une vision complètement différente de ta vie puis de ce que tu vis au quotidien avec ton enfant. Quand tu sais, savoir, pour moi, c'était très, très important. Oui. Et on l'a su à 12 ans. Oui. Et Sylvain, comme tu dis, puis en fait,
pour la plupart des parents, c'est assez important de savoir. Tu sais, de dire, mon enfant, il y a un trouble du développement intellectuel, une épilepsie, c'est une chose. De dire, par contre, mon enfant, il y a un trouble du développement intellectuel, il y a un trouble du spectre de l'autisme, il y a de l'épilepsie, c'est secondaire à une mutation dans le gène CACNA1A. On sait c'est quoi. Et là, les gens, Parce que souvent, vous avez un autre enfant, là. Oui. Et là, les gens, souvent, ils vont se mettre à suivre un petit peu. Tu sais, ils vont aller sur des groupes, sur des forums. Oui. Ils vont se connecter avec d'autres familles qui ont la même chose. Ils vont suivre un peu l'évolution des recherches. S'il y a des recherches, des avancées, ce qui s'en vient. Certaines autres familles ont pu avoir un résultat positif avec un médicament. Ils vont se partager ça, ils vont nous revenir avec ça. Ensuite, il y a tout l'aspect culpabilité. On dit, voici, on le sait, puis on arrête de chercher, etc. Oui. Et pour nous, sur le plan médical, ça peut nous donner une idée du pronostic, OK? En sachant ça, on dit, voici, là, c'est un peu plus précis. C'est pas juste un trouble du développement intellectuel puis une épilepsie comme ça. C'est plus précis. Donc, ça peut nous donner une meilleure idée sur comment ça peut évoluer. Encore une fois, comment on peut l'aider. Chaque enfant écrit son histoire, mais ça peut nous donner une idée un peu. Et comment l'aider? Parce que si on sait qu'il y a une problématique au niveau, par exemple, du transport du calcium, et c'est pareil pour d'autres types d'épilepsie, ça peut nous aider à avoir une thérapie un peu plus ciblée. Donc, on va savoir sur la vingtaine d'antiépileptiques, par exemple, qu'on peut utiliser. Il y en a qui jouent sur le potassium, il y en a qui jouent sur le sodium, il y en a qui jouent sur le calcium. Donc, ça peut nous aider à traiter. Alors, pour la plupart des parents, c'est très bénéfique. Et ce qui arrive maintenant, des enfants comme Antoine, qui ont son âge, en fait, les enfants, souvent, sont investigués. On cherche la cause en début de problème. Alors, Antoine a été investigué en début de vie, il y a 15 ans. Alors, on fait les tests disponibles. On a fait les tests disponibles à l'époque. Oui. On a fait la résonance magnétique, etc. On ne trouve rien. Et ça, ces avancées-là, ça apparaît avec le temps. Puis, à un moment donné, on se dit, on surfe là-dessus, puis on avance, puis c'est la vie, puis c'est notre Antoine, puis c'est sa condition, puis c'est notre... Parfait. Puis, à un moment donné, on dit, écoutez, maintenant, en 2020, en 2015 ou en 2018, puis il y a des tests qui sont nouveaux. Écoutez, on va refaire ça, puis là, on trouve quelque chose. Donc, souvent, on l'apprend, comme dans ces années-ci, on l'apprend un peu plus tard. Mais pour Sylvain et Nathalie, ça a été un choc, mais ça a été positif. Parce qu'il y avait beaucoup de culpabilité, de questions. À ce moment-là, est-ce que vous aviez votre autre enfant? Parce que c'est ça aussi, parce que tu te re-questionnes, est-ce que j'en fais d'autres? Charles est arrivé en deuxième. Georges, dans la série, est arrivé en deuxième. On nous avait pas mis en garde, mais on nous avait mentionné qu'il y avait des risques possiblement génétiques. OK. Mais nous, on a pris la décision de vivre avec ces risques-là. Puis Charles est venu au monde, puis lui, on fait souvent la blague dans la famille, Charles aussi. On dirait qu'Antoine, il a tout donné ou il a tout laissé, tu sais. On a ce genre d'humour-là chez nous. Ah ben moi aussi. Parce que Charles est capitaine de son équipe de soccer, capitaine de son équipe de basketball, capitaine de son équipe de football, parmi les meilleurs joueurs. Il est à génie en herbe, il est premier de classe. Non, mais Sylvain, moi, dans le documentaire, c'est l'endroit où j'ai craqué, c'est le témoignage de Charles, parce que l'intelligence du cœur, premièrement, il est intelligent, là, comme moi, je l'aime, là. J'ai tout aimé de ton gars. Quand je l'ai vu, là, j'ai craqué, parce que j'ai un garçon aussi plus jeune que son grand frère Benjamin. Et j'ai dit, viens voir, parce que j'ai aussi un grand garçon. Mon Gabriel a aussi cette espèce de vieille âme, de sensibilité. Empathie, j'ai tout aimé. Tout aimé chez ton Charles. Mais regardez comment Antoine a fait en sorte que Charles est un individu, un adolescent, un enfant il est beau, encore plus extraordinaire. Puis c'est ça qui est beau. C'est très, très, très beau. Charles remercie souvent son frère à cet égard-là. Ça en a fait une personne probablement particulière, différente. Et il est un genre, sans vouloir trop le rendre extraordinaire. Tu diras de pas écouter ça, là. Mais il est un individu très apprécié de tous les amis, de toutes les familles, de tous les professeurs. J'ai toujours voulu qu'on fasse attention à Charles, dans un certain sens, pour pas lui donner trop de responsabilités non plus, parce qu'il est devenu ce qu'il est. Mais moi, je me souviens, Michel, on en parlait,
Charles avait 3 ans, on partait prendre une marche avec Antoine. Charles disait, papa, il faut apporter les médicaments. On va prendre une marche d'une demi-heure s'il arrive quelque chose. Il avait 3 ans. Incroyable. Hein? C'est incroyable. Charles, il avait 9 ans, il est venu me voir avec une... Je viens émotif quand je parle, mais une banque de Superman, une petite banque, puis il ramassait de l'argent pour un jour réussir à acheter une machine pour faire marcher son frère. Il avait 9 ans. Charles a toujours compris son frère encore plus que nous autres. Souvent, on se demandait qu'est-ce qu'Antoine voulait, puis Charles disait, papa, il veut du jus de pomme. On lui donnait du jus de pomme. Ça marchait. Puis ça marchait. Il veut aller dehors. On sortait dehors, ça marchait. Était heureux. Donc, il y a toujours eu quelque chose de une symbiose, une connexion entre les deux frères. Et pour nous, parents, d'avoir Charles, même si on a pensé à notre décision, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que ça nous a permis de vivre un peu notre deuil et nos difficultés, puis nous montrer un quotidien différent dans notre relation parent-enfant, puis dans notre relation familiale. Donc, c'est devenu un tout ça. J'aime ça. Ça, c'est vrai. Puis en fait, Patricia, il y a plusieurs familles qui ont un premier enfant avec des défis particuliers. Et après ça, il y a une grande crainte. Est-ce qu'on en a un autre? Je te le demander, Michel. Dans le cas de Sylvain, au départ, on n'avait pas le diagnostic. OK? Alors, quand on n'a pas le diagnostic, on dit aux parents, il y a une possibilité que ce soit une mutation spontanée, ce qui est le cas d'Antoine, mais ça se peut aussi que ce soit une génétique différente qu'on appelle récessive, qui fait en sorte que chaque parent est porteur, ne sont pas atteints. Mais à chaque fois qu'ils ont un enfant ensemble, il y a une chance sur 4. Alors là, souvent, on va laisser les parents leur disant, on n'a pas la cause. Probablement que le risque que ça survienne à nouveau est entre 0 et 25 1 sur 4 maximum. Oui. Puis là, les gens prennent le risque comme ça. Donc, c'est pas facile. Michel, toi, quand on t'a dit, penses-tu que ce serait possible qu'Antoine joue dans une série à la télé, qu'il soit comédien, tu as répondu quoi? J'en ai parlé souvent avec Sylvain là, dans la dernière année. Là, je dis, Sylvain, on regarde ça, nos premières rencontres au début. Alors, je suis quelqu'un qui est assez positif, optimiste. Je laisse beaucoup d'espoir aux parents, mais j'aurais pas dit, il y a 15 ans, aux parents d'Antoine, écoutez, votre Antoine va faire de la télé. Votre Antoine sera peut-être au Gémeaux un jour. Okay? C'est ça. Alors, je suis honnête, je n'ai pas dit ça. Mais en même temps, c'est difficile de savoir quelle va être l'influence d'un enfant particulier avec des besoins qui sont différents, évidemment. Et puis, on voit ici tout le chemin qu'il a fait, la progression qu'il a fait. Ça a été bénéfique. Hein? Il y a eu vraiment des émergences là, pendant le tournage. Ce n'est qu'il a fait moins de crises. Oui, tout à fait. Puis en fait, moi, j'ai rencontré l'équipe de tournage lors de la série pour leur expliquer au départ, en fait, les gens qui sont moins habitués, voient Antoine, puis là, t'as peu, là, on arrive, nous autres, avec nos affaires. Puis là, comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on fait? Il y a de la lumière, etc. Il nous comprend-tu? Il grogne parce qu'on lui fait mal? Il est-tu content? Et là, de réaliser que cet enfant-là, son bonheur, lui, c'est de la stimulation. Ouais. Il y a de la stimulation autour de lui, il y a de l'action, il y a plein de monde, tout le monde vient de le voir, me tape sur l'épaule, Antoine, comment ça va aujourd'hui? Et puis, il y a plein d'actions, de la lumière, des bruits. Pour lui, c'est un camp de vacances, c'est un terrain de jeu, c'est intéressant, c'est une belle période. Et en plus, il ne réalise pas tout le bien qu'il fait à tout le monde. Moi, je me souviens d'avoir rencontré l'équipe de tournage, puis on se rendait compte que ces gens-là, pour plusieurs, c'était une première découverte. Là, Une belle expérience de vie. Plusieurs sont venus nous voir à la fin de la série. Ils disaient, 45 jours plus tard, je ne suis plus la même personne. Même au niveau du jeu, là, restons juste là, juste jouer, ça devait être quand même tout un apprentissage. Là. Ils ont dû grandir. Ils ont tous grandi autour de ça, oui. Les premières journées, là, plusieurs des comédiens ne savaient pas comment réagir, comment interagir, les techniciens je pense à Claude plus. Legault qui te joue, donc une proximité qui doit être dans sa bulle, qui doit être... Oui, Antoine avait une doublure, là, mais très rarement. Très rare. Pour les crises, pour les crises d'épilepsie particulièrement, ou parfois pour du repos un peu pour Antoine dans les journées où on pouvait le voir de dos de temps à autre. Mais le projet, Pod tenait beaucoup au projet, le réalisateur.
pour lui, le projet était à propos d'Antoine. On le disait tout à l'heure, notre vie est à propos d'Antoine. C'est sûr que la série, c'est un peu plus l'histoire de Julie, hein? C'est un peu plus l'histoire de Kathleen, mais toutes les décisions familiales sont prises à propos d'Antoine. Nos décisions sociales sont prises à propos d'Antoine, et Pods et l'équipe voulaient que la série soit aussi à propos d'Antoine. Ouais. Donc, on a navigué au rythme d'Antoine, et c'était important qu'il joue la plupart des scènes, parce qu'il a été capable. Et d'ailleurs, les scènes les plus émotives, c'est Antoine qui les a données dans la série. Je me souviens d'un moment, la scène finale de l'épisode 1, c'était la grâce sur le plateau. Il y avait 60 personnes les yeux dans l'eau. Ça a été quelque chose d'extraordinaire à vivre. Puis, c'est quel moment? Il est dans la chambre avec Kathleen? C'est dans la chambre avec Kathleen sur le lit, où Julie, dans la série, pense quitter avec tout ce qu'elle vient de vivre dans cette première journée-là. Rencontrer toute la belle famille. Puis finalement, c'est Antoine qui la rattrape. Ne serait-ce que par sa présence et l'interaction qu'il a avec elle. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et là, tu sais, quand Michel dit « je n'aurais jamais pu prévoir ça avec les parents », moi, ce que j'avais pas prévu, je me suis battu longtemps en tant que producteur, parce que je suis producteur de la série, pour que ce soit Antoine qui joue. Antoine. Et on a mis beaucoup en doute le fait que ce soit Antoine. On voulait que ce soit un comédien qui joue le rôle d'Antoine. Finalement, grâce au réalisateur de grande expérience qui est Pods, grâce à la persévérance de Kathleen et le souhait du projet, le côté organique du projet, ça a été Antoine qui a joué. Et on est allé vendre la série à l'international. On l'a vendu à la Gaumont en France. On l'a vendu à différents endroits. On vendait le format, donc les textes, pour que ça se refasse ailleurs. Ouais. Puis finalement, quand tout le monde a vu les premières images, tout le monde a dit « Mais non, c'est impossible de refaire la série avec des comédiens différents. Ça nous prend l'essence d'Antoine, ce qu'il dégage. Ben oui. » Donc... non seulement c'était inimaginable, mais aujourd'hui, c'est devenu inimaginable de penser qu'il ne peut pas le faire. Qu'il ne pourrait pas être là. Ça a été quoi ta réaction quand Kathleen t'a dit « Je vais mettre ça de l'avant », parce que c'est pas juste Antoine, là, c'est votre intimité, c'est ta famille. Est-ce qu'il a fallu... Tu sais, tout le monde est un peu... C'est grossi, là, mais tu sais, c'est quand même tes frères, ta mère, ton ex. Oui. Le monde faisait-tu « Oh, je suis pas sûre. » On s'est posé des questions, mais de par toutes les difficultés qu'on a rencontrées dans notre vie, ou les enjeux, ou les défis, on s'est dit que cette série-là pourrait, en mettant à jour, en se mettant à nu, démontrer tout le côté lumineux qu'il peut y avoir dans une vie comme celle-là, et que ça pourrait supporter de nombreuses familles et enseigner à de nombreuses autres familles. Et des témoignages, on en a eu par centaines, sinon par milliers, par les messengers, par les courriels. C'est impressionnant ce qu'on a reçu. Et je pense qu'on a pris vraiment la bonne décision de se mettre à nu comme ça. Oui. Bon, on a toujours peur un peu, mais ce qu'on voit dans la série, ce qu'on se dit, non, ça se peut pas. Ben, le pire, là, c'est vrai. OK, mais je vais nous laisser une petite part d'imagination. Michel, ça serait quoi l'avenir? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va trouver des solutions? Je pense, en fait, lorsqu'on parle de traitement d'une condition, premièrement, il faut l'identifier. Okay? Alors, les gros progrès qu'il y a eu dans les 10-15 dernières années, c'est de dire, c'est pas seulement une épilepsie pour un retard, c'est relié à une condition génétique. Il y a une mutation dans un gène. C'est quoi ce gène-là? Qu'est-ce qu'il produit? Quelle protéine, sur quel neurotransmetteur ou calcium, ça, peu importe, ça joue, et comment on peut essayer d'améliorer ça. Donc, là, évidemment... Là, les gens qui nous écoutent en balado, il faut voir tes mains, parce que tu les rapproches comme si ça faisait une pointe, si on s'en allait à un point précis. Bien, je pense qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, évidemment, tu sais, on veut aider l'enfant. Est-ce qu'on peut
corriger l'anomalie génétique. Donc, évidemment, dans notre tête, dans notre cerveau, on pense à ça, on dit, il me semble qu'on devrait s'en aller vers ça. Mais on a avancé beaucoup. Au départ, c'était d'épilepsie en retard, on n'a aucune idée c'est quoi. Maintenant, on dit, écoute, il y a un problème, il y a un gène, c'est un calcium, c'est une protéine, ça joue juste sur le transport du calcium. On n'est pas loin d'arriver sur le X, là. C'est ça. Alors maintenant, comment on peut aider ce calcium-là à travailler? Donc, on a parlé tantôt de thérapie ciblée, de certains antipyrétiques plus efficaces que d'autres. Et après ça, bien, il y a des médicaments qui jouent aussi, qui ne sont pas des antiépileptiques, mais qui peuvent jouer sur le métabolisme du calcium. Donc, on a essayé ce médicament-là chez Antoine, on peut l'essayer chez d'autres aussi. Et après ça, il y a tout le grand chapitre de la thérapie génique, là, OK? Et la thérapie génique, c'était de la science-fiction il y a un certain nombre d'années. Et puis, on a vu arriver dans les médias, dans les dernières années, là, des traitements génétiques maintenant pour des conditions, entre autres, je pense à une condition neuromusculaire qu'on voit, et un enfant qui naît avec cette condition-là, qui avant allait décéder dans les premiers mois de vie, ben finalement, on arrête les neurones de mourir, et puis c'est un enfant qui fait des progrès. Il reste avec certaines difficultés, mais il avance, fait des progrès, et on a changé le cours de la vie de ces gens-là. Alors, est-ce qu'on s'en va vers une thérapie génique éventuellement? Bien, c'est pas farfelu du tout d'y croire. Dans combien de temps, combien d'années, on avance là-dedans. Donc, plus il y a de la sensibilisation concernant ces maladies rares-là, ces maladies orphelines-là, alors plus on sensibilise les gens qui prennent des décisions, les gens qui libèrent les budgets, qui contrôlent les budgets, pour avoir justement de l'argent pour la recherche, faire avancer, etc. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. J'aime ça. Il va y avoir une saison 2 d'à propos d'Antoine. Ben oui, crime. Une saison 2 d'à propos d'Antoine qui sera la saison fort probablement finale parce que Kathleen considère que pour l'instant, elle aura exprimé tout ce qu'elle avait à exprimer autour de la famille. Mais il y a une saison 2 qui se tourne et qui sera disponible bientôt. C'est très, très important de le dire parce que nous, les téléspectateurs, je dis télé, là, mais tu me comprends, on l'attend. On l'attend. Il ne fallait pas terminer sur la scène finale. Voilà. Donc, si je vous laissais le mot de la fin, messieurs, pour ces gens là, qui nous écoutent, qui sont dans le tourbillon, qui sont dans le questionnement, peut-être dans le début, là, qui viennent d'apprendre une nouvelle, comment on peut qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je vais? Oui. Il plonge. Ben, écoutez, non, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je pense qu'en fait, il y a plein de monde autour d'eux qui vont être là pour bien comprendre. Hein? Alors, on comprend ces gens-là. On comprend la peine, la difficulté. Et par la suite, il faut qu'on réussisse à se retrousser les manches, tout le monde ensemble. C'est une équipe, les parents surtout, l'enfant, la famille proche, les médecins, les professionnels de la santé. Il y a plein de monde qui gravitent autour de ces gens-là. Physiothérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, nutritionnistes, etc. Travail d'équipe, on se retrousse les manches, on regarde vers l'avant, on travaille tous ensemble pour aller optimiser le potentiel de développement de l'enfant, mais optimiser aussi son potentiel de bonheur, de bien-être. Et ça prend de la communication. Vraiment, je pense que le plus important avec les médecins ou les autres professionnels de la santé, il faut avoir une bonne communication, il faut jaser, il faut exprimer ce qui ne va pas, il faut savoir vulgariser, il faut être à l'écoute, il faut prendre son temps, il faut être patient. Il y a des réactions humaines qui sont très, très normales, naturelles face à un défi. Alors, on est déçu, on est fâché, on est un peu agressif, on est déprimé et ensuite on avance. Se faire confiance comme individu, la résilience, de voir aussi qu'il y a des progrès qui se font dans la recherche. On peut arriver à des traitements nettement différents, nettement plus positifs que ce qu'on avait il y a plusieurs années. Et je pense aussi focuser sur l'essentiel de la vie, là, je veux dire, trouver du bonheur là-dedans, avancer. Puis je pense que la série, c'est ce qu'elle a apporté, finalement, c'est de se rendre compte que voici Antoine, qui est un garçon profondément heureux, je suis convaincu, qui est chanceux d'être dans la famille dans laquelle il est, qui l'a rendu meilleur tous les gens autour de lui, et de se rendre compte de ce qu'il a eu comme
comme rôle à jouer après. Alors, pour améliorer, on parlait de son frère tantôt, on parle de ses parents et tout ça. Alors, les parents d'Antoine, Sylvain puis Nathalie, ce sont des gens extraordinaires. Et puis, encore une fois, ils sont extraordinaires. Oui, ils ont leur génétique, ils ont leur bagage, mais Antoine a contribué à ça. Alors, c'est de voir un peu, de laisser les parents sur cette note-là. Ça va être difficile, ça va être long. On travaille ensemble. Alors, je le présente un peu comme ça. Sylvain? L'espoir, la collaboration, le soutien et aller chercher l'accompagnement des ressources qui peuvent exister. Ne pas hésiter à faire ces recherches-là et à plonger envers ces ressources-là. Au début, ça peut sembler difficile, mais à partir du moment où tu as réussi à aller chercher une première ressource qui t'accompagne, puis en termes populaires, qui tente dans le système, notre système médical et hospitalier et social, parfois peut sembler avoir des faiblesses, mais il est extraordinaire à partir du moment où ils te prennent en main. Et ça a été un appui inestimable dans la vie d'Antoine et dans la vie de tous les proches. Donc, moi, j'encourage les gens à aller chercher toutes les ressources nécessaires qui peuvent exister, même si ça semble difficile, et de toujours avoir l'espoir sans abandonner. Sylvain, docteur Sylvain, merci beaucoup. À propos d'Antoine, disponible dès maintenant sur Club Illico, et Antoine le Merveilleux, disponible sur comedia.tv et Cube. Merci. Merci. Merci, Patricia.